Bien, eh ben, je suis né en Algérie. Je suis né à Oran, et où j'ai vécu jusqu'à mes 16 premières années. Et puis, c'est important de le signaler, pas du tout par coquetterie narrative, mais parce que ça va vous faire comprendre, sans doute, ça va faire comprendre aux auditeurs mon parcours après. Et puis, arrivé l'indépendance de l'Algérie, je suis venu en France, pas rentré en France, parce que je n'y ai jamais vécu, mais je suis venu en France, au lycée, donc. Puis j'ai fait ma classe de terminale ici, et puis j'ai commencé mes études à la Sorbonne, qui s'appelait encore la Sorbonne, avant qu'elle soit découpée en morceaux et en tranches en 68. Et en Paris 1, Paris 2, Paris 3, mais là c'était la Sorbonne. J'ai commencé mes études là, j'ai fait mes études et d'anthropologie et de philosophie, mais il n'y avait pas de licence d'ethnologie, ça n'existait pas. Donc il fallait faire une licence dominante, ce qu'on appelait, donc lettres, histoire ou philosophie, et dedans prendre des mineurs, des certificats, pour en accumuler beaucoup et pour faire au fond une double licence. Voilà. C'est là que j'ai connu Ballandier. Donc j'étais tout jeune, il était déjà professeur à la Sorbonne, où j'ai connu Roger Bastide. Pas longtemps, parce qu'après il est décédé. Et puis, donc après cela, là nous sommes en 69, 70, par là. Et là, il y avait une croisée des chemins. Et je ne savais pas exactement quoi faire. Voilà. J'avais envie après la grosse crise grave de 68, crise qui a été une crise nationale, bien entendu, une forme de guerre civile mentale et une crise existentielle, je parle pour moi, j'étais au milieu d'une croisée de chemin, je me disais, qu'est-ce que j'allais faire, où j'allais enseigner avec la philosophie dans les classes terminales au lycée, parce que je n'avais pas de thèse, où je faisais autre chose. Et c'est là que petit à petit, il m'est venu l'idée d'essayer de comprendre, autrement qu'en philosophe, c'est-à-dire autrement qu'en théoricien, d'essayer de comprendre dans quel monde nous vivions et surtout quelles étaient les relations entre les diverses communautés qui peuplent le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que les premières communautés de ma vie que j'ai rencontrées, c'est à Oran, ma ville natale. Mais j'étais jeune, je ne comprenais pas exactement le monde dans lequel je vivais. Je vous résume en 2 secondes parce que c'est important pour savoir, pour comprendre le reste, c'est-à-dire pour comprendre la Martinique. 3 communautés à Oran. 3. Communauté qu'on appelle européenne pied noir, entre guillemets, c'est-à-dire qui vient de France et qui s'est installée là-bas, bon, avec des Espagnols et des Maltais. Communauté évidemment arabo-musulmane, algérienne, et communauté juive, très importante, 30 000 à peu près à Oran. Et moi, au milieu de tout ça, j'ai essayé de comprendre un certain nombre de choses. Quoi? Des lignes imaginaires de séparation, des lignes imaginaires de distinction entre des groupes, des lignes plus ou moins invisibles de tension, de conflit. Je vous donne juste un exemple. Je suis né dans un appartement, une rue, un boulevard, qui jouxtait ce qu'on appelait à l'époque le village nègre. On l'appelait le village nègre, on n'a jamais su pourquoi. Il n'y avait pas de noirs, il n'y avait que des arabes musulmans. Et à côté de ce village nègre, je suis né. Je suis né donc à la lisière de 2 communautés. En face de chez moi, là où je suis né, il y avait un café, qu'on appelait à l'époque, dans le vocabulaire courant de l'époque, un café mort. Un café mort, M-A-U-R-E, c'est-à-dire un café où il n'y avait que de la musique.
orientale, du matin au soir, et que des hommes à table. Attablés dehors ou dedans, et qui buvaient du café au lait. Ça, c'est ma vision de mon enfance. Puis la guerre arrive. La guerre d'abord par des attentats, en 1954, novembre. Et là, mes parents me disent, et disent à mon frère, un peu plus âgé que moi, on ne peut pas rester là parce que c'est dangereux. Nous sommes trop proches des quartiers où la police est toujours en éveil, où l'armée est toujours en éveil, donc il faut partir. Et on est allé vivre dans un quartier dit, entre guillemets, européen, donc en pleine ville. Et c'est là que je vous parle de distinction il y avait, dans ce quartier dit européen, il n'y avait pas un seul Algérien qui se promenait, où il venait juste travailler et il repartait. Donc il y avait une espèce de comment on pourrait dire, d'apartheid, non pas juridique évidemment, c'est la République, mais d'apartheid de fait, où nous vivions qu'entre nous, entre nous, je dis le nous voulant inclure à la fois la communauté pied-noir et la communauté juive. Et donc là j'allais au lycée, et les attentats se multipliaient, ça commençait à devenir dangereux, l'OAS a commencé à naître, donc ce mouvement qui voulait que l'Algérie reste française et qui faisait aussi des attentats aussi atroces que les autres, que le FLN. Et là mes parents m'ont dit il faut partir, quoi. Et l'indépendance arrive en juillet, je suis parti un peu avant juillet, 62 je veux dire. Voilà. Et arrivé en France, donc je fais mes études, mais des études qui étaient des études vraiment théoriques, hein, comme disent les Italiens même, théorétiques. C'est-à-dire où on travaillait les concepts seulement. Bon. Et je sentais qu'il y avait quand même au fond de moi quelque chose qui m'appelait vers autre chose que la philosophie. Je ne savais pas quoi. Et je fais mes études donc, et arrive le moment où je me dis qu'est-ce que je dois faire. Et là, je passe donc les concours pour enseigner en lycée. Et 1972, 71, 72, je me demande, vais-je enseigner dans un lycée français en métropole, la philosophie je veux dire, hein, c'est-à-dire en classe terminale, ou vais-je enseigner dans un espace où je pourrais éventuellement essayer de reprendre ce que j'avais vécu moi-même en Algérie, mais que je n'avais pas compris parce que j'étais trop jeune. J'ai la possibilité d'aller enseigner à la Martinique. D'aller enseigner la philosophie au lycée, au grand lycée de Fort-de-France, qui s'appelle le lycée Schœlcher. Bon. Et j'avais d'autres possibilités aussi, j'avais une liste de 12, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et donc dont un lycée à Châteauroux, à 300 km de Paris. Donc, et j'ai fait le choix d'aller là-bas. Pourquoi ? Et parce que sans tellement beaucoup me renseigner avant, je sentais que là-bas, j'aurais peut-être la possibilité de comprendre, avec du retard, et avec des déformations, bien entendu, ce à quoi j'avais assisté dans mon enfance en Algérie, et que je n'avais pas compris. C'est-à-dire quoi ? Les conflits, les différends avec un D, hein, les conflits, les différends, les incompréhensions, les tensions, mais aussi des relations pacifiques entre diverses communautés qui n'ont à peu près rien à voir entre elles. Et j'arrive donc à la Martinique comme ça. Et là, je me mets à enseigner, bien entendu. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'enseignais le matin. J'avais un emploi du temps tout à fait parfait pour faire du terrain. J'enseignais le matin et je faisais du terrain l'après-midi et le soir. Et la nuit, parce que la nuit est une chose très importante à la Martinique. On danse beaucoup, on boit, on se voit entre amis, on dort peu, on rentre très tôt le matin épuisé par les fêtes et les danses. Mais je ne parle pas uniquement du carnaval, hein, je parle tout le long de l'année, quoi. Et voilà. Et là, chose assez étonnante, mais je ne le savais pas moi-même, j'ai fait un parcours qui est opposé au parcours normal, classique de l'ethnologue. J'ai commencé un terrain sans avoir de directeur. Ballandier, j'avais aucun rapport avec lui encore. Aucun. Donc j'ai commencé un terrain de manière sauvage. Vraiment sauvage. C'est-à-dire, qu'est-ce que je faisais ? Je prenais des notes, j'allais vivre avec les gens, tout simplement, et je m'occupais de travailler sur mon premier article, c'est sur la mort, je crois.
travailler sur les cimetières, et les enterrements, travailler sur la danse, les différences, sur les musiques, sur le corps, sur l'amour, sur la sexualité, sur l'agressivité, sur la langue créole, sur les religions, sur le rapport aux politiques. Mais de manière sauvage, c'est-à-dire sans ordre, puisque je n'avais pas de directeur qui me disait il faut faire ceci ou cela. Je vais vous dire dans 2 ou 3 minutes pourquoi je n'avais pas de directeur. Bon. Donc je prenais des notes et petit à petit, en 5 ans, j'ai rempli des milliers de pages. Je ne savais pas que j'allais faire une thèse. Je ne savais pas. Et après, donc j'y reste 5 ans, de 72 à 77, et je rentre en France. Alors là, pour le coup, je peux dire je rentre, parce qu'entre-temps, la France était devenue mon pays, ce qui n'était pas le cas au départ. Et je rentre en France, et là, je me dis, bon, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ces milliers de pages? Qu'est-ce que je vais faire? Rien du tout. Il faut faire rien du tout, ou quelque chose. Et c'est là que je commence, alors que je n'avais pas écrit de thèse encore. C'était des brouillons. Sauvage, j'ai employé le terme exprès, des brouillons, dans un désordre incompréhensible. Ça partait dans tous les sens, ce que j'avais écrit. Et je commence à prospecter pour chercher un directeur de thèse. Alors, ça a été une galère épouvantable. Parce que personne ne voulait. Non, c'est simple, personne. Pourquoi? Mais parce que la discipline était découpée de manière classique entre africanistes, ce n'est pas le cas de la Martinique, encore que, un peu, américanistes, ce n'est pas le cas de la Martinique, encore que, un peu, elle était entre les deux. Hein? C'est pas loin de l'Océanie, loin de l'Asie, et un peu européaniste, c'est vrai, un peu. Bon. Donc quand j'allais voir un africaniste, il me disait, moi je peux pas, je connais pas la Martinique, j'y comprends rien, j'allais voir un américaniste, c'est la même chose, et ainsi de suite. Donc, je n'ai essuyé que des refus partout. Jusqu'au jour, je ne vous donne pas les noms de ceux que j'ai contactés, c'est pas la peine. D'autant plus que beaucoup maintenant sont décédés. Et puis je tombe sur... ah oui, j'ai tenté auprès de Michel Léris. Michel Léris qui a été un des rares à m'accueillir de manière très, très franche, très honnête et très, comment dire, très digne, en me disant oui, c'est fort intéressant. Moi-même, j'ai travaillé, c'est vrai, il avait travaillé à des rares, un petit peu aux Antilles, dans les années 50. Mais malheureusement, étant au CNRS et n'ayant pas les diplômes qu'il faut, je ne peux pas vous prendre en thèse, car je ne prends aucun étudiant en thèse. Il m'a reçu chez lui, on était assez liés à une époque. Il m'a indiqué d'autres noms, je suis allé voir, ça n'a pas marché. Et puis, il m'est venu l'idée de Ballandier. Comment l'idée de Ballandier m'est venue? Je dois vous avouer sincèrement que j'ai oublié. En tous les cas, je l'ai contacté. Voilà. Je ne sais pas où, je l'ai contacté, à l'EHESS ou à la Sorbonne. Je lui ai dit, vous savez, vous m'avez enseigné il y a longtemps, etc. Il m'a dit, apportez-moi votre projet, je vais regarder, mais vous savez, je vais vous dire tout de suite, je ne connais pas les Antilles. Je ne connais pas la Martinique du tout. Vous me dites que c'est une terre de métissage avant tout. Si vous me demandiez, là maintenant, il me dit, non, si je vous demandais à vous, comment caractériser l'identité de la Martinique, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que c'est une terre de métissage. Je n'ai pas dit une terre créole, hein. Pas du tout. J'ai dit c'est une terre de métissage, avant tout. Il faut comprendre ce qu'est le métissage, c'est très très compliqué. Il me dit, bon, je vais voir, apportez-moi votre... Je lui apporte 10 pages, alors que j'en avais écrit des milliers, j'apporte 10 pages. Et je ne lui ai pas dit que j'avais déjà écrit tout ça. Non. Il me dit, bon, et là il a eu du courage, il faut avouer. Il m'a dit, bon, je ne connais rien du tout, mais je vais apprendre de vous. C'est-à-dire, au fond, c'est vous qui allez devenir mon directeur de thèse. J'ai dit, bon, très bien, je vous remercie beaucoup, et ça a commencé comme ça. Et il ne m'a pas suivi de près. Ce n'était pas du tout un type à qui on devait envoyer de temps à autre 50 pages pour qu'il... Non, parce que ça l'intéressait. Ça l'intéressait, mais comme il ne connaissait rien du tout, il n'avait jamais mis les pieds là-bas. Donc, il m'a accepté pour connaître, pour faire une découverte. Et ça a duré 5 ans, cette thèse, alors que j'avais déjà quitté le terrain. Mais j'y suis retourné quand même, de 77 à 80. J'ai soutenu en 82, pendant 5 ans, j'y suis retourné, combien de fois? Au moins 5 ou 6 fois, hein, pour caler un certain nombre de points. Au début, ça avait été un terrain sauvage, vraiment sauvage, et là, ça commençait à s'organiser petit à petit. Donc, pendant 5 ans, toutes ces pages, je les ai reprises, j'y suis retourné au moins 5 fois, 6 fois, je ne sais plus combien, au moins une fois par an,
à chaque fois 2 mois, 3 mois, et à la fin, mars 82, j'ai soutenu à la Sorbonne, donc, avec lui comme directeur de thèse, et ma thèse était finie. Donc j'ai fait à l'envers. J'ai fait à l'envers, il le savait d'ailleurs, mais au fond, c'était un homme extrêmement libéral, très très ouvert d'esprit, très très ouvert. Donc j'avais pas de problème avec lui. Il ne m'a pas contrôlé, au fond, il ne m'a pas contrôlé. Il m'a dit, vous écrivez ce que vous voulez, de toute façon, ça marchera. Je suis votre directeur de thèse, et par-dessus le marché, il a été pré-président du jury, ce qui, normalement, il n'aurait pas dû être. Mais enfin, c'était le genre de type qui transgressait toutes les règles. Et ça, j'aimais beaucoup. Une forme d'anarchiste, un peu. Élégant, bien entendu. Mais voilà. Alors, ça, c'est mon parcours jusqu'à la soutenance. Et après, 1 an après, j'ai publié la thèse, tout de suite à Sciences Po. Il y avait juste une petite chose qui n'allait pas chez l'éditeur. Il me l'avait dit, il faut supprimer l'introduction qui est trop lourde. J'ai enlevé l'introduction, puis tout le reste. Ça a été mon premier livre. Pas mes premiers écrits. Hein. J'avais fait paraître déjà plusieurs articles avant, hein, beaucoup. Mais ma thèse est parue en 83 à Sciences Po. Comme ça, je l'ai envoyé. Et après... Anthropologie à la Martinique. Voilà, c'est Anthropologie à la Martinique, c'est ça. Et aux presses de Sciences Po. Et après, c'est un livre qui est arrivé un peu comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, enfin ciel bleu, on peut appeler ciel bleu l'état de l'ethnologie à l'époque, mais enfin, la Martinique, personne n'écrivait dessus à l'époque. Hein. Personne. Je parle des Français, je ne parle pas des Canadiens, des Américains, je ne parle pas éventuellement d'autres nationalités, même un Allemand. Non, mais en France, sur la Martinique, il y avait très très peu de choses. Voilà, Jean Benoît avait écrit un peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est tout. Et alors, il y avait des thèses plus en histoire, en géographie, mais en anthropologie, non. Donc, l'anthropologie de la Martinique, c'est une inauguration, au fond. Je suis arrivé là, comme je vous dis, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est pour ça que je n'ai pas été compris. Pas été compris du tout. D'autant plus que il faut aussi dire une chose, c'est qu'à l'époque, donc quand j'ai soutenu, 82, puis quand le livre est paru en 83, le courant majeur était un courant double, structuraliste, majoritaire, et marxiste. Et parfois les deux à la fois. Et je n'étais, et que ce n'est pas un scoop que je vous délivre là, ou que je vous livre, non, et que j'étais les deux, et que je n'étais ni l'un ni l'autre. Structuraliste, de toute façon, on ne pouvait pas l'être. On ne peut pas l'être à la Martinique, à cause du métissage. Par exemple, on ne peut pas faire d'études de parenté. C'est à peu près impossible. J'en connais un ou deux qui ont tenté de le faire, ça n'a pas marché du tout. Ça a été un échec. Et quant au marxisme appliqué là-bas de manière mécanique, ça ne marche pas non plus. Il n'y a pas de prolétariat à proprement parler. Très difficile de parler de lutte de classe à la Martinique. En revanche, lutte de race, oui. C'est une lutte de couleurs, la Martinique. C'est simple et très difficile à comprendre. C'est une lutte de couleurs. Voilà. Et d'ailleurs, le premier thème qui a été fascinant et sur lequel j'ai travaillé, c'est la couleur. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la race, mais la race visible. Bon, mais avec des pièges. Énormément de pièges derrière. Mais c'est la couleur. On s'appelle par la couleur, là-bas. Il ne faut pas oublier. On s'appelle par la couleur. Plus que par le nom propre. Et ça c'est une chose qui m'a littéralement sidéré, qui m'a cloué. Et c'est par là que j'ai commencé à tirer le fil, si vous voulez. Alors maintenant, enfin, je fais un rapprochement avec l'Algérie. J'y ai cru, mais je me suis trompé, ça a été un contresens. Mais un contresens que je ne comprends que maintenant. J'ai cru, de manière rétrospective, que je pouvais, à l'aide du modèle martiniquais, comprendre les 16 ans de ma vie en Algérie. Absolument pas. Aucun rapport. Aucun. Mais j'ai cru, dans ma naïveté. Aucun rapport. La Martinique est vraiment un modèle de métissage. Je dis un modèle pas normatif, hein. C'est un constat que je fais. Hein. Je ne dis pas que le métissage c'est bien, pas du tout.
c'est un modèle réel, voilà, qui reflète la réalité. Alors qu'en Algérie, absolument pas. Les communautés étaient foncièrement séparées. Et on ne se mélangeait pas. Pas du tout. Ni entre arabes et juifs, ni entre juifs et pieds noirs, qui étaient très antisémites. Donc aucun rapport. Et j'ai cru, moi, dans ma naïveté de jeune étudiant en ethnologie, que je pouvais éventuellement comprendre l'un grâce à l'autre. Pas du tout. Donc ça a été un échec. Pour comprendre mon enfance, ça a été un échec. J'ai abandonné, et puis je vais vous dire pourquoi à la fin. J'y suis revenu beaucoup plus tard, mais grâce à la poésie, beaucoup plus tard, évidemment, donc il y a à peine 10 ou 15 ans, et j'ai commencé là à un peu, donc après la parution du premier livre, je commençais un peu à fatiguer avec la Martinique, parce que c'est un terrain de tension, de forte tension, hein, où on me renvoie tout le temps des images assez négatives de moi. Enfin à l'époque, plus maintenant, où j'y retourne encore d'ailleurs. Et puis, je me suis dit, bon, maintenant je vais laisser un peu tomber, mais je vais m'intéresser à autre chose. À quoi? À un problème théorique. Au fond, je me suis intéressé à la question suivante. Comment se fait-il que mon travail sur la Martinique est si peu intéressé? Et comment se fait-il que j'ai mis autant de temps à trouver un directeur de thèse qui a eu le courage de me prendre sous sa direction? Pourquoi? Pourquoi et comment? Et c'est dû à quoi? À moi? C'est dû aux personnalités que j'ai contactées? Ou c'est dû à quelque chose de beaucoup plus profond qui s'appelle les racines de la discipline, les racines de l'anthropologie? Comment l'anthropologie s'est constituée? Pourquoi elle est devenue ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle a mis au point comme type de modèle, de méthode, de projet? Et c'est comme ça que petit à petit est né le projet d'écrire Exotisme et altérité, qui est le deuxième livre, celui de 87, au PUF, dans la collection de Ballandier. Je lui ai envoyé le livre, il a mis un certain temps à l'accepter, il dirigeait une collection, mais il l'a accepté. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois simple et compliqué. Qu'est-ce que c'est exotisme et altérité? C'est que je prends l'exotisme au sens étymologique du terme, c'est tout simplement la science de l'ailleurs. Y a-t-il une science de l'ailleurs en Occident? Voilà la question que je me suis posée. Et j'ai répondu oui. C'est peut-être une des rares civilisations où il y a une science de l'ailleurs. Peut-être que je me trompe, je ne suis pas spécialiste de la civilisation chinoise, ni hindoue. Peut-être qu'aussi il y a une science de l'ailleurs. D'ailleurs, j'ai des amis qui sont japonologues, qui sont sinologues, qui me disent oui, il y a des éléments qui pourraient nous faire penser que... Mais à ce point une science, au sens de Ségalène, hein, au sens de Victor Ségalène, au sens où il dit qu'est-ce que c'est que l'ethnologie, enfin, qu'est-ce que c'est que l'exotisme, exactement? C'est la science de ce qu'on n'est pas. C'est la science de l'ailleurs et c'est la science de ce qu'on n'est pas. C'est ça l'exotisme. Et pourquoi altérité? Parce que je me suis rendu compte que toute l'histoire de l'anthropologie reposait sur la notion de différence. Toute l'histoire. On fait de l'ethnologie pour s'intéresser à ceux qui ne sont pas comme nous. En quoi ils ne sont pas comme nous? Et on commence à mesurer. Quoi? À mesurer en quoi ils ne sont pas comme nous. Eux, ils font plus, ils font moins, ils font comme ceci, ils font comme cela. Nous, et toujours en se comparant à nous. Et je me suis demandé, est-ce que c'est la bonne voie de l'anthropologie que de s'y prendre comme ça? Ça a donné des chefs-d'œuvre, bien entendu. Ça a donné aussi beaucoup de ratages. On nous a reproché après, qui nous a reproché après? Les enquêtés. D'avoir fait uniquement une science de la différence. Et c'est là que je me suis dit, peut-être qu'à la place de différence, il faudrait penser autre chose. Et c'est là que je me suis intéressé au thème de l'altérité. Au thème de l'altérité, au thème, et pas du tout au sens de l'autre, hein, dont on parle tant aujourd'hui, au sens même lacanien, quoi. Pas du tout. Au sens de l'altérité, ça veut dire que je ne vais pas prendre les autres sur lesquels je travaille, pas du tout comme une différence par rapport à moi. Je vais les prendre vraiment comme une extériorité, comme un dehors total, comme un dehors. Et je vais essayer de voir si je ne pourrais pas faire une science du dehors. Alors tout à l'heure c'était une science de l'ailleurs, non, c'est une science du dehors.
Et pourquoi une science du dehors? Parce que plus c'est dehors, plus je pourrai avoir une distanciation qui va me permettre de construire un objet. Alors que dans la différence, je suis attaché à eux par des tas de liens, même et y compris des liens affectifs, qui m'empêchent parfois de poser les autres comme des objets d'étude. Voilà. Alors, en 2 mots, les thèmes sur lesquels j'ai travaillé à la Martinique, les thèmes, donc le corps, la danse, la sexualité, la musique, beaucoup, qui compte énormément, la parole, le délire, beaucoup de délire verbal à la Martinique, beaucoup, et bien entendu, etc. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais évidemment le métissage. Qu'est-ce que c'est que le métissage à la Martinique? C'est un constat que j'ai fait. Ce n'est pas un souhait, comme certains le diraient aujourd'hui, qui souhaiteraient voir du métissage partout. Pas du tout. Ce n'est pas un modèle normatif, c'est un modèle réaliste. Il y a du métissage parce que, à cause de l'histoire de ce qui s'est passé, déportation et esclavage, il n'y a pas pu se faire. La réalité martiniquaise n'a pas pu se faire autrement. Autrement, impossible. Il fallait qu'il y ait des liens consanguins extrêmement forts pour donner naissance à une population nouvelle. Ces liens entre les colons, qu'on appelle aujourd'hui les Békés, et les Noirs africains. Ça ne pouvait pas se faire autrement parce que d'abord, les colons qui sont partis de France étaient célibataires, n'avaient pas de femmes. Ils sont partis, les premiers colons, ils étaient 5000 à peu près, au XVIIe siècle. C'est pas beaucoup. Hein, et puis, petit à petit, après, plus tard, 50 ans plus tard, quand on s'est rendu compte qu'il fallait une main-d'œuvre, il fallait de la main-d'œuvre et que les Blancs n'étaient pas faits pour ça, eh bien, il fallait chercher la main-d'œuvre ailleurs. Où la chercher? En Afrique noire. Bon. C'est-à-dire dans le golfe de Guinée, quoi, en gros. Et là, ils sont arrivés par masse, par bateau, après avoir été malades, contracté des maladies, et morts en chemin et blessés, etc. Ils arrivent. Et là, il y a évidemment des liens qui vont se faire, consanguins, et puis des liens qui vont devenir interculturels. Petit à petit. C'est ça le métissage. C'est un métissage qui est contraint par l'histoire, par la géographie et par l'histoire. Et pas autrement. Ce n'est pas un choix idéologique, le métissage. Absolument pas, vous voyez. C'est une contrainte. Et voilà pourquoi on peut dire aujourd'hui, il n'y a pas que la Martinique. Hein. J'ai des copains et des mexicologues qui me disent qu'au Mexique, le métissage est généralisé. Pas au Brésil, totalement, pas au Brésil, en partie. Dans les villes, oui, pas en Amazonie, mais au Mexique, oui. Il y a du métissage. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est du même type? Je ne sais pas. En tous les cas, à la Martinique, oui. Et c'est pour ça que vous avez des gradations, des degrés de dégradation de couleurs. Partout. Il y en a qui sont arrivés à compter jusqu'à 142. Hein. Quand même, et c'est pour ça qu'on s'appelle par les couleurs. Ah, lui, il tire plutôt vers le blanc, alors on va l'appeler comme ça. Lui, il tire plutôt vers le noir, on va l'appeler comme ça. Lui, il tire plutôt vers l'hindou, ce qu'on appelle le couli, entre guillemets. On va l'appeler comme ça, lui, et ainsi de suite. On s'appelle par les couleurs. On se désigne par la couleur. Voilà la première démarche, totalement chaotique, comme vous l'avez remarqué, qui va totalement à l'encontre des normes de la discipline, hein, totalement. Et encore, je ne vous ai rien dit de ce qui va arriver après, qui va être pire.